En ce moment, on vient d'apprendre qu'il y a des explosions à Bandar Abbas, dans la ville de Bandar Abbas, au sud de l'Iran. Il semble que les attaques des États-Unis aient commencé à l'instant, à la fois à Bandar Abbas et à Sirik. Et voici la situation sur la carte du détroit d'Ormuz. Ce que je trouve intéressant, Nima, c'est que les Américains limitent leurs frappes à cette zone côtière, à cette partie très au sud ou autour du détroit d'Ormuz, tu vois? Ils n'ont rien touché en dehors de cette zone depuis plusieurs semaines. Donc bon, Enfin, on verra. Je dis ça, et tu vas voir pendant qu'on en parle, ils vont peut-être frapper Téhéran ou quelque chose comme ça. Mais il me semble que les Américains veulent garder ça proportionné, si on peut dire, le contenir dans une zone bien précise. Ce que les Iraniens, eux, ne font pas. Les Iraniens frappent où ils veulent. Et on verra s'ils décident ou non de s'en prendre aux bases militaires américaines en Arabie Saoudite, en Jordanie ou aux Émirats, qui sont tout essentiels aux opérations américaines dans la région. Donc oui, on va devoir attendre et voir. Oui, je pense, Matt. Attends, laisse-moi parler du détroit d'Ormuz, parce que on ne le voit pas ici. Tu vois la partie sud du détroit, mais on ne voit ni ancre, ni navire qui passe. Et tout tourne autour de cette ligne, vous voyez. Il n'y a pas beaucoup de navires là-bas, comme vous pouvez le constater. Mais, comme vous le disiez, rien, ou disons quelques-uns, comparé à aucun, dans le couloir d'Oman. Oui, oui. Je pense que ce soir, on va avoir pas mal de confrontations. Parce que l'Iran a dit aujourd'hui qu'ils allaient répondre immédiatement. On va voir ce qui se passe. Je ne comprends pas. Hier soir, ils ont attaqué, et Donald Trump a dit que ce soir, on allait attaquer de nouveau. C'est pour ça que je me méfie de ce que l'Iran a visé, et qui met Donald Trump dans un tel état de colère. Oh, je ne sais pas. Parce qu'ils ont attaqué, l'Iran a attaqué les pétroliers, donc ils ont répliqué hier soir. Quelle était la signification de l'attaque de ce soir? Je pense, pour continuer, que ce n'est rien d'autre qu'un geste de façade. Tu as raison. Le but, c'est d'avoir des gros titres favorables aux États-Unis. Montrer que les États-Unis ont réagi avec plus de force, qu'ensuite l'Iran a riposté et que les États-Unis ont frappé encore plus fort. Je ne crois pas qu'il y ait plus que ça. C'est surtout pour le communiqué de presse. Ce n'est pas forcément qu'ils détruisent des choses, qu'ils frappent des cibles ou qu'ils tuent des gens. Je ne veux pas minimiser ça, bien sûr. Mais encore une fois, d'après ce qu'on sait, tout reste limité, dans et autour du détroit d'Ormuz. Ils ne cherchent pas à faire monter les tensions jusqu'à impliquer l'Iran. Mais bien sûr, c'est à l'Iran de décider ce qu'il veut faire. On verra donc si Téhéran choisit de s'en prendre de nouveau aux bases, que ce soit en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Iran même, aux Émirats arabes unis ou ailleurs. Mais enfin, combien de temps on continue comme ça, ce va-et-vient? Peut-être quelques jours, le temps de leur donner une leçon, puis le trafic maritime reprend, et ensuite les Américains refont la même erreur. Ils essayent encore de faire passer des navires par ce couloir sud, le long d'Oman et de l'Iran. On voit bien comment tout ça peut continuer indéfiniment, d'un côté comme de l'autre. Tu sais, pourquoi les Américains insistent autant là-dessus? Pourquoi ils ne font pas simplement pression sur les autres États de la région pour qu'ils s'entendent avec les Iraniens et qu'on revienne à 150 navires par jour? Mais si souvent, Nima, on est là à discuter de tout ça, on réfléchit, on formule nos idées, comme si on avait affaire à des acteurs rationnels. Or, ce n'est pas le cas. On n'a pas affaire à des acteurs rationnels. Je veux dire, j'ai regardé Donald Trump aujourd'hui pendant son discours à l'OTAN. D'abord, je veux juste dire, au cas où on n'en parlerait pas,
qu'il y a eu une excellente question posée par un journaliste danois, Mark Rutte, au secrétaire général de l'OTAN. Et la question, en gros, c'était « Comment peut-on avoir un minimum de respect pour soi-même quand on se tient à côté de Donald Trump ?» Franchement, c'est une excellente question. Mais en le regardant faire ses commentaires, il a Hegseth à ses côtés, Rubio aussi, Stephen Miller là-haut avec lui, Scott Bessent debout à côté. Aucun de ces hommes n'est rationnel. Et c'est bien là le problème, quand on essaye d'analyser tout ça, d'en parler. Nous, on réfléchit à ces choses de manière rationnelle, ou on les aborde d'un point de vue historique, ou encore avec une sorte de sagesse acquise en étudiant l'histoire, la politique, l'actualité. Et puis, on se retrouve face à Donald Trump et à sa bande de fous furieux. Et là, franchement, on est déconcerté, parce qu'on ne peut pas prévoir ce que ces, disons, maniaques ont l'intention de faire. Et certains pourraient en déduire « Oh, pauvre Matt, pauvre Nima, leur émission n'est pas terrible parce qu'ils ne peuvent pas prédire avec précision ce que Donald. » Mais ce n'est pas ça, le problème. Le vrai problème, c'est que personne au monde ne peut le faire. Imaginez, et si vous étiez la Chine, et si vous étiez la Russie, ou l'Iran, ou le Pakistan, ou les Omanais, ou Bahreïns, enfin, n'importe lequel de ces pays, vous voyez. Et si c'était Donald Trump lui-même? Donald Trump lui-même. Oui, exactement, c'est ça que je veux dire. Oui. Vous savez, il y a quelque chose aujourd'hui qui est vraiment préoccupant. Je ne sais plus qui l'a fait remarquer. Peut-être que c'était Al Jazeera. En tout cas, quelqu'un a souligné que Donald Trump, quand il faisait ses commentaires à l'OTAN sur la Turquie, en vantant les Turcs, en disant à quel point ils sont formidables, Erdogan et tout le reste, il a dit quelque chose du genre « La Turquie aurait pu entrer en guerre, mais elle ne l'a pas fait. » Vous savez, ils ont probablement fait ça à cause de moi. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne parlait pas de la Turquie qui aurait pu entrer en guerre aux côtés des États-Unis. En fait, dans sa tête, il pensait que la Turquie allait entrer en guerre aux côtés de l'Iran. C'est bien ça, non? Je veux dire, comme ça, tu vois, il a vraiment dit ça. C'est un peu comme dire, je sais pas, que l'Allemagne va entrer dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine du côté de la Russie, tu vois, ou quelque chose comme ça. Enfin, peut-être, tu vois ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qu'il en sait, lui? De quoi est-il vraiment conscient? Et puis, on a tous vu ces vidéos encore et encore, que ce soit sur CNN, sur MSNBC ou dans le Washington Post. Peu importe, où on voit Donald Trump se contredire dans la même conférence de presse. Il dit une chose, et 15 minutes plus tard, il dit exactement le contraire. Donc on a affaire à quelqu'un qui n'est pas mentalement apte. Et franchement, mon Dieu, c'est tellement dangereux. On vient donc d'établir un nouveau pays sur cette planète, la République islamique du Japon. Il a vraiment dit ça? Oui, il l'a dit. Il a dit qu'ils avaient utilisé 111 missiles. La République islamique du Japon nous a attaqués avec 111 missiles. Je sais, c'est vrai, je me trompe souvent quand je parle. Je mélange des choses. Je ne prononce pas toujours tout correctement. Les gens me le font remarquer dans les commentaires sur Twitter. Et en fait, je leur en suis reconnaissant pour ça. Mais bon, je ne pense pas pour autant être mentalement incompétent. Je veux dire, les gens, la République islamique du Japon, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, je veux dire, cette combinaison, c'est juste... Ouais, c'est facile de... Surtout si on parle, vous savez, si on parle de la région. Quand on parle de l'Iran, de l'Irak, d'Israël, tout commence par un « i ». C'est facile de s'en mêler et de dire un mot à la place d'un autre, non? Mais ce serait encore autre chose si on disait par exemple l'Irlande. Je voulais dire l'Iran, j'ai dit l'Irak. Bon, ça arrive.
Mais imaginez que vous vouliez dire l'Iran et que vous disiez l'Irlande ou un truc du genre. Et alors, le Japon, n'en parlons même pas, ça ne commence même pas par un I. Enfin, sans parler de la République islamique. Oui, voilà, c'est ça. On est dans une situation où, comme on l'a déjà dit, l'histoire de Donald Trump pourrait très bien s'intégrer dans l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain d'Edward Gibbon. Cette idée d'un roi fou, d'un empereur fou, avec sa cour sa cour folle, cette bande de cinglés avec qui il se promène. Donc, oui, voilà, on peut très bien imaginer ce que doivent penser les Iraniens. On peut imaginer être à la place de n'importe qui, les Canadiens, les Mexicains, peu importe, et devoir gérer une situation comme celle-là. Oui, mais je pense que la réalité des stocks de pétrole, la réalité des marchés, je crois que quel que soit le brouillard ou la confusion qui règne dans la tête de Donald Trump, c'est assez lourd, assez fort ou assez précis pour percer ce brouillard et cette confusion, et qui comprend. Donc je pense qu'il a peut-être saisi qu'il doit trouver un équilibre. D'un côté, maintenir le statu quo, essayer de stabiliser l'économie mondiale, et de l'autre, donner un peu de chair fraîche à sa base, vous voyez. Offrir quelque chose à ses amis de Fox News, aux néoconservateurs et aux sionistes du Congrès, pour éviter que Marco Rubio ne démissionne en signe de protestation ou autre chose du genre, tout en apaisant les Israéliens et en allant dans leur sens. Je veux dire, on a cette réunion qui arrive avec Trump et Netanyahou. C'est la première depuis que Netanyahou est venu à Washington et a vendu au président l'idée que le changement de régime serait facile dans cette guerre avec l'Iran. On pourrait s'attendre à une réunion terrible, glaciale, où Trump lui passerait un savon, où il traiterait Netanyahou comme il a traité Zelensky l'an dernier. Mais on sait bien que ça n'arrivera pas. Je veux dire, même si on a tous un peu joué avec cette idée, qu'on a aimé imaginer une rupture entre les Américains et les Israéliens. En juin, je crois qu'on était fascinés par cette possibilité. Parce que, avec Donald Trump, il y a toujours une chance, une ouverture. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est tous revenus sur Terre à ce sujet. Oui. Oui, je pense que, dans le cas d'Israël, il faut montrer comment les autres pays, en dehors de la région, souffrent aussi de la situation chaotique dans le détroit. L'un des exemples, c'est qu'aujourd'hui, on a appris du vice-chancelier allemand qu'il a déclaré que la guerre irresponsable de Trump avec l'Iran avait réduit de moitié la reprise économique qu'ils attendaient pour cette année. C'est là une partie du problème. Ce n'est pas seulement une question entre l'Iran et les États-Unis. C'est que l'économie mondiale est sous pression à cause de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Après la signature du protocole d'accord, beaucoup de gens pensaient qu'on avançait enfin, mais en réalité, il ne se passe rien. C'est juste... Non, et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je veux dire, ça fait des mois que je le dis. Ils doivent simplement arriver à un point où ils peuvent trouver un modus vivendi, tu vois, et que ça continue comme ça. Et peut-être que c'est dans leur intérêt de maintenir une guerre. Peut-être que pour le gouvernement iranien, pour le gouvernement américain, pour le gouvernement israélien, ils ont besoin les uns des autres, comme ennemis. Non? Ils ont besoin que cette guerre continue. Ils ont besoin de se présenter comme des gouvernements en temps de guerre, pour leurs propres raisons politiques internes. Il y a une forme d'attraction là-dedans, en plus de l'idée qu'on peut vendre ça, et des deux côtés, les Israéliens le font aussi, mais les Américains et les Iraniens également. Les Iraniens peuvent dire, honnêtement et avec raison, qu'ils ont tenu tête aux Américains, aux Israéliens, aux États arabes, qu'ils ont remodelé le Moyen-Orient à leur manière, qu'ils ont restauré la souveraineté iranienne, qu'ils ont remporté une victoire, dans le sens où ils contrôlent désormais le détroit d'Ormuz, et ainsi de suite. Les Iraniens ont ça. Les Américains, eux, ont les mensonges de Donald Trump. Mais pour Donald Trump, ça suffit, non?
Enfin, oui, je veux dire, qu'est-ce qu'il peut vraiment en sortir de plus? On verra bien. On verra. Et il y a, je pense, deux grands moments charnières. Les élections israéliennes, qu'elles aient lieu en septembre ou en octobre, et puis les élections américaines en novembre. Je pense, Matt, que ce qu'on a vu en Iran, avec la procession funéraire du défunt guide suprême, montre bien que, tu sais, quand je regarde les Iraniens à l'étranger, les Iraniens de la diaspora, je dirais que beaucoup d'entre eux, même ceux qu'on considère comme des experts en Occident, n'ont aucune idée de ce qui se passe vraiment en Iran. Franchement, ils ne comprennent pas. Je t'ai dit que j'étais retourné en Iran après 12 ans, et c'était un changement énorme dans la société iranienne. 12 ans, quand même. Et pour beaucoup de ces gens-là, la plupart n'ont jamais mis les pieds en Iran, ou alors une ou deux fois, ou bien ils y sont nés, puis ils sont partis et ne sont jamais revenus. Mais en ce moment, dans les grands médias, à chaque fois qu'ils veulent parler de l'Iran, qu'ils cherchent des informations sur l'Iran, ce sont toujours les mêmes personnes qu'ils sollicitent. Ce sont leurs principales sources. Et franchement, quand je les entends, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. La plupart connaissent bien mieux les États-Unis que l'Iran. Ils connaissent mieux les États-Unis parce qu'ils y vivent depuis de nombreuses années. Ils connaissent la société américaine, ils connaissent son système politique, mais ils n'ont aucune compréhension de ce qui se passe réellement en Iran. Et je pense que ces funérailles mettent justement tout ça en évidence. Oui, oui. Je veux dire, on a vu la même chose avec pas mal d'autres groupes d'expatriés. Pour moi, l'exemple le plus parlant, c'est les Irakiens, mais je l'ai aussi constaté avec les Afghans. Quand on parle à ces gens censés représenter leur pays, certains n'y ont jamais vécu. Ils sont de la deuxième génération. Et la façon dont ils en parlent est tellement inexacte ou tellement simpliste. Je crois que la fois où je t'ai vu le plus contrarié, Nima, c'était avant le début de la guerre. On discutait du plan, de ce qu'ils voulaient vraiment accomplir. On parlait de cette idée de changement de régime, qu'ils allaient pousser les Kurdes ou les Baloutches ou d'autres à se soulever. Et là, tu t'étais vraiment énervé. Je me souviens m'être dit, j'espère qu'ils ne pensent pas que moi je crois à ça. J'essaie juste de répéter ce qu'ils disent. D'accord? Moi, je n'y crois pas, mais c'est ce qu'eux pensent qui va se passer. C'est le moment où, en toutes ces années qu'on fait ça ensemble, je t'ai vu le plus agacé, parce que franchement, c'est absurde, comme tu le dis. Et maintenant, bien sûr, cette démonstration de solidarité, d'unité nationale, de foi en leur pays, oui, elle a été spectaculaire cette dernière semaine. Et maintenant, on voit la même chose en Irak, à Karbala, à Najaf aussi. Et on verra demain à quoi ça ressemble quand ils le ramèneront chez lui pour l'enterrer. Ils disent que ce sera le plus grand jour de tous. Et ils sont très inquiets de la façon dont ça va se passer, parce qu'il va y avoir une foule immense. Mais oui, c'est très probablement, peut-être même sûrement, le plus grand enterrement de toute l'histoire de l'humanité. Et ici en Occident, on le remarque à peine. On n'en entend presque pas parler. Je dirais même que la couverture sur une chaîne comme Al Jazeera est restée très discrète. Donc je pense que certaines autres chaînes internationales ont hésité à en parler à cause de la pression éditoriale, mais aussi, je crois, parce qu'elles ont le sentiment de s'être trompées. Pendant des années, elles ont raconté qu'il y avait une grande contestation en Iran, que tout le monde détestait le gouvernement et qu'ils n'attendaient qu'une chose, que quelqu'un vienne leur larguer des bombes pour qu'ils soient enfin libres. Et tout ça, ça bouleverse complètement la situation. Il faut aussi dire que ce n'est pas la première démonstration publique de soutien à leur pays, d'unité nationale, de solidarité, de résistance qu'on voit.
On en a vu tout au long de ces derniers mois, y compris pendant les combats de mars et d'avril, pendant les campagnes aériennes. Des millions d'Iraniens sont descendus dans les rues, partout dans le pays, pour soutenir leur nation face à cette guerre menée contre eux par des puissances étrangères. Sous un ciel ouvert, avec des drones, des avions de chasse, des missiles et tout le reste, ils ont défié cette guerre en solidarité avec leurs compatriotes pour montrer leur soutien à leur gouvernement. Écoutez, je veux dire, ils sont plus de 90 millions là-bas. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont contre le gouvernement. Tous les gouvernements ont des opposants. Moi, je suis contre à peu près tous les gouvernements du monde. Je ne sais même pas s'il existe un gouvernement sur Terre qui ne mériterait pas d'être renversé. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que ces gens-là veulent subir ce genre de violence. Ils ne veulent pas voir une puissance étrangère renverser leur gouvernement, ni voir quoi que ce soit qui vienne saper ce qu'ils ont construit au fil des décennies, aussi imparfait que ce soit. Vous voyez ces funérailles, encore une fois, peut-être les plus grandes de toute l'histoire de l'humanité, ont complètement bouleversé le récit occidental. Et ça devrait vraiment faire honte, embarrasser et ramener à un peu d'humilité beaucoup de commentateurs, de journalistes et de rallies politiques occidentaux. Non, ça ne changera rien. Ils feront juste comme si ça n'avait jamais eu lieu, ou bien ils trouveront une excuse, ou encore ils diront que toutes ces personnes ont été payées, ou quelque chose du genre. Tu vois, ou alors ils pointeront une autre contre-vérité et diront « Ah, mais Trump a dit que 55 000 Iraniens avaient été tués. » Non? Alors que même le réseau des droits humains financé par les États-Unis, celui qui est censé surveiller ce genre de choses, parle plutôt de 7 000 morts. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, on a eu le président Trump lui-même qui a reconnu avoir envoyé des armes. Scott Bessent, qui s'est vanté d'avoir fait s'effondrer l'économie iranienne. D'anciens responsables de l'USAID qui ont témoigné avoir envoyé des dizaines de milliers de terminaux Starlink en Iran. Et puis bien sûr, J.D. Vance, qui a parlé d'utiliser les Kurdes pour renverser le gouvernement iranien. Les Israéliens se sont vantés d'avoir envoyé des armes et d'avoir des agents du Mossad un peu partout en Iran pour attiser, pour déclencher et pour soutenir les manifestations iraniennes en décembre et en janvier. Tout ça, c'est ignoré. Tout ça, c'est balayé d'un revers de main. Ils font comme si ça n'avait jamais été dit ou comme si c'était une théorie du complot. Eh bien non, c'était la réalité. Et c'est ça le problème auquel on se heurte sans arrêt. On se cogne la tête contre le mur face au refus de reconnaître la réalité de la part de ceux dans les pays qui contrôlent nos médias, notre politique, notre économie. On est coincé à devoir vivre avec ces fantasmes, avec ces menteurs, ces fabulateurs qui inventent des choses et veulent ensuite qu'on les croie. Mais bon, comme on peut le voir, avec ces dizaines de millions de personnes qui se rassemblent, ces photos, ces vidéos, elles ne mentent pas.